à tous, on est toujours en direct sur cette session de streaming. Si vous nous rejoignez à l'instant, on vous rappelle le principe. Nos candidats pour le Grand Conseil et pour notre candidat pour le Conseil d'État s'expriment sur des sujets divers et variés qui sont proposés par vos soins au travers des questions que vous pouvez poser via le chat. N'hésitez pas à vous inscrire, à nous bombarder. On n'a pas de sujet tabou. Par contre, on attend toute la bienveillance et la politesse qui sont requises. Alors, on va présenter nos nouveaux participants. À ma droite, Clarence Cholet. Salut Clarence. Salut. Tu habites à Chézard-Saint-Martin, tu es conseillère en énergie, députée et conseillère générale pour la commune de Val-de-Rue. À ma gauche, Philippe Roux. Salut Philippe. Salut Clémence. Alors toi, tu habites dans la nouvelle commune du Locle, mais dans la localité des Brenets. Tout à fait. Tu es infirmier et conseiller général pour cette commune. Et puis, on ne le présente plus, mais on le présente quand même, Roby Tchop, candidat, notre unique candidat vert au Conseil d'État. Salut Roby. Salut, bonsoir. Tu es actuellement conseiller communal à Val-de-Rue et tu es chef du dicaster de l'aménagement du territoire, de l'économie, du tourisme et de la mobilité. Alors, on vous avait prévenu qu'on avait une super question qui vous attendait, qui a été posée par Blaise de Neuchâtel, qui nous demande « Que pensez-vous des deux initiatives sur les pesticides et l'eau potable propre ?» et sur lesquelles on va se prononcer le 13 juin prochain. Philippe? Alors, j'ai été conseiller communal dans ma vie passée pendant 16 ans, et pendant 16 ans, j'ai géré l'eau potable et l'eau usée de ma petite commune, commune des Brenets. Donc, c'est quelque chose qui me touche particulièrement, parce que c'est vrai que c'est vraiment un problème dans le canton de Neuchâtel, c'est l'eau. L'eau, autant l'eau du lac ou l'eau du Doubs, qui sont d'assez bonne qualité pourtant, mais malgré tout ça, les poissons, on voit qu'ils disparaissent. Progressivement, les pêcheurs se plaignent, ils en pêchent de moins en moins. Donc on a quand même un souci important. Et puis on a aussi un souci important avec l'eau potable. Quand en période de sécheresse, comme on l'a vu ces dernières années, comme la commune de Bretagne en particulier, on manque d'eau. Et puis pour trouver de l'eau de bonne qualité, ça devient problématique. Donc je pense que ces initiatives sont tout à fait bienvenues. Et puis je pense qu'il faut bien sûr les soutenir. Mais je pense qu'il y a d'autres choses encore à faire au niveau du canton pour avoir ces eaux plus propres. Je parle en particulier des steppes. Je pense qu'on n'est pas assez futuriste. Il faut vraiment qu'on traite ces eaux, les microparticules qui sont contenues dans nos eaux usées, qui sont pour l'instant difficilement traitables par les petites steppes. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on regroupe toutes les petites steppes pour en faire des grandes, pour qu'on puisse mieux traiter nos eaux usées, pour que nos lacs soient préservés, nos rivières soient préservées. Et puis, par-delà aussi, notre eau potable sera aussi meilleure, puisque souvent maintenant, on prend notre eau potable dans ces lacs, dans ces rivières. Donc, je pense que c'est vraiment les deux choses sont liées. Donc, je pense que vraiment, c'est une des bonnes initiatives. Peut-être plus spécifiquement sur les pesticides, est-ce qu'on doit les interdire? Alors, dans le canton de Neuchâtel, le Grand Conseil a accepté un postulat qui vise à interdire tous les pesticides de synthèse sur le territoire. Et ça a été accepté il y a maintenant 2 ans, je crois. Et aujourd'hui même, on a reçu le rapport du Conseil d'État qui, en fait, nous annonce que finalement, ce n'est pas une prérogative cantonale. Le canton ne peut pas interdire les pesticides de synthèse sur son territoire. Malheureusement, c'est un peu une déception, mais là, on voit que ces initiatives elles sont d'autant plus importantes parce que c'est vraiment au niveau national qu'il faut agir. Puis pour nous Verts, bien sûr, c'est aussi ce qu'on défend, d'arriver à réussir à interdire ou au moins à réduire vraiment fortement l'utilisation des pesticides dans toute la Suisse. Et bien sûr, ça a un lien aussi sur l'eau potable, évidemment. Alors là, on vote 2 fois oui le 13 juin prochain, mais en vrai, on vote 3 fois oui le 13 juin prochain avec aussi, la loi sur le CO2. Oui, mais pour rester sur les deux initiatives, je crois qu'elles sont assez jumelles. Il y a un élément que j'aimerais souligner ici. Alors, c'est clair que si on interdisait les pesticides et mettait en place les mesures d'eau potable par rapport à notre agriculture sans aucune autre mesure,
eh ben on ouvrirait la porte aux importations. Mais il faut être bien conscient que l'initiative sur les pesticides en particulier va interdire l'importation depuis l'étranger des produits qui ne correspondent pas aux normes suisses, hein. Et donc on protège aussi les paysans et les agriculteurs suisses, les agricultrices évidemment, avec ces mesures. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une schizophrénie, hein, dans la politique suisse, c'est que, à juste titre, on demande à notre agriculture d'être plus ou moins, alors pas assez, mais quand même plus ou moins respectueuse de tout un nombre de normes, et c'est bien. Par contre, après, évidemment, on dit, ben voilà, ben maintenant que vous produisez cher, aussi parce que vous avez des salaires suisses, ben on va simplement acheter à l'étranger des produits meilleur marché. Et ça, il faut vraiment y mettre le haut-là, et ces deux initiatives permettent d'y mettre le haut-là. Donc les agricultrices et les agriculteurs s'en trouveront renforcés dans leur accès au marché suisse, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire. Il faut vraiment, vraiment lire les textes. On a une question de Fabien Schwab. Il me semble important que le délégué à l'environnement ne soit pas seul à porter cette thématique. Est-ce que le Conseil d'État et les directions de services n'ont pas un devoir d'exemplarité? Bien sûr, hein, l'État a un devoir d'exemplarité, c'est déjà le cas, c'est d'ailleurs mis noir sur blanc dans la loi sur l'énergie au niveau cantonal par exemple. Donc l'État qui construit ces bâtiments ou toutes les autres collectivités publiques, notamment les communes, quand elles construisent des bâtiments par exemple, hein, mais dans tous les domaines, elles ont un devoir d'exemplarité, mais sur le domaine des bâtiments, ben, elles se doivent de construire à des standards plus élevés que ce qu'on demande à la population, et je pense que c'est essentiel. Mais alors bon, on parle plutôt d'un délégué au climat, hein, enfin, à l'environnement on peut aussi. Je pense que bah, bien sûr il a un rôle de coordonner cette thématique, mais c'est pas lui qui porte seul cette thématique. Et d'ailleurs je pense qu'on en est à un point actuellement où c'est vraiment absolument transversal, et donc tous les domaines doivent prendre les thématiques de l'énergie et du climat en compte. Donc bien sûr que non, ça ne peut pas reposer sur les épaules d'une seule personne. D'ailleurs, en parlant de la proposition d'avoir un délégué du climat, que je trouve complètement essentiel, c'est quand même assez rigolo que le canton ait désigné dernièrement un délégué à la domiciliation, mais qu'il n'ait toujours pas pensé à créer le poste de délégué du climat, qui est absolument essentiel. Ça viendra. On a une question de la famille Ruiz de Giamboni. Et que pensez-vous de la loi sur le CO2? C'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, qui sera aussi soumise au peuple suisse le 13 juin prochain. Bon, on connaît la controverse sur la loi sur le CO2. Il y a toute une partie de la droite, essentiellement, et des conservateurs, qui estiment que ça limite les libertés de tout un chacun. Et puis, il y a une frange beaucoup plus engagée sur le front du climat qui trouve qu'elle ne va pas assez loin et qui veut la refuser à ce titre-là. Alors, on est tous et toutes, je crois, d'accord autour de cette table, il n'y a pas de table en fait, que la loi devrait et pourrait aller plus loin, mais il faut bien se rendre compte que dans notre système politique suisse, très en cascade et très imbriqué, c'est vraiment un plancher sur lequel on pourra ensuite bâtir plus loin. Et dire non au plancher, en fait, ça ne donnera pas forcément le signal qu'espèrent essentiellement les jeunes pro-climatiques qui s'y opposent, parce qu'ils ne s'y opposent pas tous. En Suisse allemande, les mouvements pour le climat sont plutôt favorables à cette loi. En Suisse romande, on a vu plutôt opposés. Mais je pense qu'il faut se rendre compte que c'est un plancher qui doit être posé parce qu'aujourd'hui, il n'existe pas. Alors voilà, c'est peut-être un discours un peu de quelqu'un qui connaît bien la politique, mais il faut poser ce plancher pour aller plus loin. Refuser le plancher, ça va être interprété plutôt contre des efforts sur le CO2 et pas tellement pour aller plus loin. Il y a eu beaucoup de votations populaires en Suisse où une partie de la gauche très progressiste a refusé un minimum, et ensuite le contre-coup a été qu'on a pris tout le monde comme pour des opposants et qu'on a rien fait au lieu de faire mieux. Je pense qu'il faut quand même relever que cette loi sur les CO2, elle est le fruit d'un consensus assez large, hein. Donc effectivement la droite radicale elle est contre, donc ça veut dire que l'UDC est contre, mais le PLR l'a quand même voté et la soutient, hein. Donc on part dans une votation avec les principaux partis sauf l'UDC qui soutiennent cette loi sur le CO2, et je pense que même si pour nous Verts elle ne va pas encore assez loin,
c'est déjà un pas absolument essentiel. Elle fixe quand même qu'on doit réduire les émissions de CO2 de 50% d'ici à 2030. Et donc, c'est pas non plus une petite avancée de pacotille, c'est quand même un pas décisif qui est soutenu par la plupart des partis principaux au niveau national. Je crois qu'il faut mieux une politique de petits pas qu'une révolution qu'on va imposer. Donc je crois que c'est des choses qu'on va arriver au but qu'on voudra, mais je pense qu'il faut prendre pas par pas. C'est le premier pas, c'est cette voie. C'est bien résumé. On a une question de Laurent Descatre. Sauf erreur, Clarence Cholet est dans la commission du Grand Conseil qui traite de l'initiative pour des transports publics gratuits. On en a parlé tout à l'heure lors d'un deuxième tour de piste. Que peut-elle nous en dire alors, sans raconter les secrets de la commission? Ben voilà, effectivement, quand on travaille dans une commission, on est tenu par le secret de commission, donc je ne peux pas vous dire précisément qu'est-ce qui est discuté actuellement dans la commission. Par contre, le rapport du Conseil d'État est public, donc il propose un contre-projet à l'initiative transport public gratuit qui prévoit un certain nombre de mesures, notamment la refonte des zones ondes vertes et surtout des prix plus attractifs pour les jeux. Pour nous, Verts, c'est absolument insuffisant, notamment parce que déjà, on ne parle pas d'une gratuité générale, et puis l'intérêt d'une gratuité complète, ça amène aussi justement des autres économies. Typiquement, on n'a plus la vente de billets, les automates pour vendre des billets, etc. Donc pour nous, on tient vraiment à la gratuité générale, mais aussi parce que le Conseil d'État ne prend pas du tout en compte les sources de financement qui étaient évoquées dans l'initiative, notamment le plafonnement des déductions fiscales pour les frais de déplacement. Et pour nous, c'est vraiment un thème essentiel. Tous les cantons presque de Suisse ont des plafonnements au prix des transports publics. Le canton de Neuchâtel, pour moi, est vraiment à la traîne dans ce domaine et c'est vraiment le moment de prendre une action sur ce point-là. On va peut-être parler de santé. Je peux encore dire, oui, bien pour les sûr. transports publics, la commune de Brenay avait mis en place, parce qu'il existe toujours un transport gratuit qui est payé une bonne partie par les entreprises. Donc je pense que c'est quelque chose qui pourrait être mis en place au niveau cantonal. Si les entreprises jouent le jeu, comme ils l'ont joué pendant certaines communes, on pourrait mettre en place ce transport. Et puis les Brenais, d'autres communes l'ont fait aussi. Ils ont aussi instauré le transport gratuit pour les enfants jusqu'à 20 ans, 21 ans. Je pense que ça c'est important parce que les enfants, à partir du moment où les adolescents ils ont pris l'habitude de prendre le transport public, quand ils sont jeunes adultes ou adultes, ils continuent à prendre ces transports publics. Je pense que c'est quand même un bon début. Même on parle de petits pas tout à l'heure, je pense que ça serait peut-être un premier. Philippe, tu gardes la parole sur le sujet de la santé, toi qui es infirmier. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on s'oriente vers une réorganisation des hôpitaux, étant donné la crise qu'on vit? Est-ce qu'il faut repenser la manière dont notre système de santé fonctionne, dont les hôpitaux fonctionnent, pour garantir peut-être une réponse à d'autres crises qui vont peut-être venir? Déjà, heureusement qu'on a gardé 2 hôpitaux de soins aigus dans le canton, parce que s'il n'y avait plus qu'un, franchement, on aurait eu des pertes, je pense, en guillemets. Mais c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas encore appliqué la nouvelle loi sur le RHNE. On n'a pas encore 2 hôpitaux de soins aigus identiques. On n'a pas encore des urgences 24h/24, on n'a pas de bloc ouvert, donc des blocs opératoires ouverts 24h/24, et des urgences qui peuvent à ce moment-là accueillir n'importe qui à la chaux de fonds. Donc il y a encore des gros progrès, des choses qu'il faut encore avancer. Et puis le Covid peut-être a ralenti un peu l'évolution qu'il va avoir. Mais c'est vrai qu'il faut que maintenant, et je pense qu'ils se rendent encore plus compte, je pense, du Conseil d'État, que l'importance de répartir ces soins aigus sur le site. Je pense que c'est primordial. Moi, je regrette un petit peu à un niveau personnel qu'après une première phase de la crise Covid où on a été très sensibilisé, je crois que toute la population était très sensibilisée à la problématique des soignants et des soignantes. On a passé maintenant une phase où apparemment le plus gros problème c'est d'aller boire des bières sur des terrasses. Toutes les discussions politiques qui ont lieu vers la fin de l'année sur la revalorisation des métiers de la santé en particulier ont été mises sous le tapis. Et puis, je dirais aussi la problématique du dimensionnement correct de notre système de santé. Moi, je ne le vois pas tellement sur la table de la discussion, alors que
que je pense que c'est vraiment un sujet maintenant qui aurait dû nous réveiller. Et ça je déplore. Je déplore que la discussion n'ait pas lieu. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la santé, donc je n'ai pas tout à fait les réponses, même si j'ai dirigé les soins à domicile de Châtelois pendant un petit moment. Mais c'est vrai qu'on a, voilà, on a l'impression, on a quand même un système de santé en Suisse qui est dimensionné de manière assez minimale, même s'il résiste mieux, ou en tout cas mieux que certains de nos voisins. Mais on prélève beaucoup de ressources, en particulier en France, de personnel infirmier, et ça, c'est quand même des choses qui sont pas, structurellement, qui sont pas saines à long terme, de ne pas former assez de personnel chez nous, par exemple. Voilà, j'espère que c'est une des occasions de la crise. On a parlé de la relance aussi tout à l'heure, d'après Covid, et le domaine de la santé devrait faire partie d'un des domaines sur lesquels on porte notre attention. Je n'ai pas ce ressenti en ce moment dans les priorités politiques, malheureusement. On parle aussi de prévention. Est-ce qu'il faut faire plus de prévention justement pour conserver les gens en bonne santé? Alors c'est vrai qu'on a vu la loi sur les boissons sucrées n'a pas passé la rampe. Ça, c'est la prévention. Donc c'est vrai que des choses comme ça qui pourraient être bon pour la santé des gens du canton n'ont pas été acceptées. Mais je pense que voilà, il y a des choses qui se font, mais c'est vrai que c'est long. C'est long à mettre en place, et puis c'est des habitudes à changer. Donc c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire, quoi. Barbara qui aimerait votre avis sur l'affaire de la ZAD de la Colline, spécialement sur la réaction de Robin Oxburger qui reproche à la gauche de soutenir la propriété privée avant le centre de la planète. Pardon, je suis un petit peu... Voilà. C'est une conseillère d'État qui expulse, une conseillère d'État verte voilà. qui a ordonné l'expulsion. Bon, moi je pense qu'il y a deux choses. On peut pas, moi je ne veux pas prendre position sur les positions de quelqu'un qui appartient à un autre parti et puis que je n'ai pas lu pour commencer. Par contre, je crois qu'il faut juste sur l'expulsion. Voilà, heureusement ou malheureusement, alors il faut l'accepter quand on sollicite un mandat politique. Un mandat politique exécutif, ça veut dire que la personne qui est en position d'exécutif, elle doit faire respecter la loi. Elle a une marge d'appréciation, évidemment, dans la manière de le faire. Mais si j'ai bien suivi l'expulsion de la ZAD, il y a eu peut-être quelques passages un tout petit peu rugueux, mais je crois qu'il y a eu un blessé qui en plus était du côté des policiers, sauf erreur. Je ne dis pas que tout s'est passé dans la bonne humeur, mais en disant on n'a pas assisté à des scènes de violence policière comme on a pu les voir dans d'autres circonstances. Ça, je crois qu'il faut aussi le souligner. Et puis, je veux dire, le représentant de l'État exécutif, il se met lui-même dans son tort, s'il refuse finalement d'exécuter une décision, sauf erreur, la ZAD d'Acolide a fait l'objet d'un jugement, si j'ai bien suivi l'affaire. Il n'est pas dans son rôle, c'est un officier, il représente aussi la force publique, et finalement, si un jugement a été porté et la loi dit certaines choses, la personne qui est de l'exécutif doit porter cette décision. Donc de ce point de vue-là, je dirais on peut comprendre, et je crois que les Verts ont montré à moult reprises qu'il y a beaucoup de compréhension et de soutien aussi pour l'action qui a été faite, qui est une action non violente, même si elle est illégale. Mais je crois qu'il ne faut pas mélanger les rôles. Il y a des magistrates et des magistrats qui appartiennent à tous les partis qui ont dû exécuter des décisions qu'elles n'auraient pas forcément prises sous leur couleur partisane. Mais je crois que c'est comme ça que fonctionne aussi un État, à certains points de vue. Donc, à moins que ce soit une action, une décision, disons, ignoble, comme on a pu en connaître dans des passés historiques que j'espère qu'on ne revivra pas, disons, à un moment donné, il y a des règles et le pouvoir exécutif doit les faire exécuter. Donc je ne crois pas qu'on peut reprocher, dire la gauche avec des guillemets, à propos du comportement d'une personne qui représente un exécutif et puis qui doit exécuter les lois et les décisions. Absolument, puis on peut quand même dire encore que Béatrice Métro, elle a quand même contribué au fait que cette expulsion elle se soit faite plutôt dans le calme,
notamment à travers une communication assez intensive. Elle a rencontré les zadistes avant l'expulsion, donc enfin, je ne vais pas dire que je ne soutiens pas tout ce qu'elle a fait, mais je pense qu'elle a quand même contribué au fait que enfin, elle a pacifié, disons, au moins d'une certaine manière les choses. Après, reprocher à la gauche de ne pas soutenir la démarche des zadistes, je trouve un peu dommage. Les Verts vaudois se sont prononcés enfin, ont soutenu justement les zadistes. Le groupe Pop Vert sur le Grand Conseil a aujourd'hui envoyé un communiqué de presse en soutien justement aux zadistes. Donc je pense qu'on ne peut vraiment pas dire que la gauche ne soutient pas les zadistes. D'ailleurs, la droite le fait bien remarquer et nous accuse de défendre justement de ne pas défendre la propriété privée. Quand même mettre dans la balance la propriété privée et de l'autre côté des questions beaucoup plus globales de préservation de l'environnement, de préservation d'un patrimoine, de quand même préserver tout ça pour les générations futures. Donc pour moi, dans la balance, l'action citoyenne des zadistes, elle a quand même du poids et puis elle mérite tout le soutien de la gauche. Je vous propose qu'on évoque peut-être un sujet plus sur la thématique du social, cette conciliation entre vie familiale, vie privée et emploi. Je crois qu'on a quand même des marges de manœuvre politiques dans ce cadre-là, Clarence. Alors, déjà, il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans ce domaine dans le canton de Neuchâtel. Ça, je pense qu'il faut le reconnaître. Hein. Les places en structure d'accueil pré- et parascolaires ont vraiment beaucoup évolué ces dernières années. Je pense que ça, on peut le saluer. En plus, c'est quand même un projet qui est intéressant avec la participation des entreprises aussi pour ces places. Donc je pense que ça, il ne faut vraiment pas remettre en cause ça. Je pense que c'est des acquis vraiment précieux pour le canton de Neuchâtel. Par contre, je pense qu'il y a quand même encore des manques à certains endroits auxquels il faudra pallier parce que d'être sur une liste d'attente pendant 6 mois pour avoir une place en crèche, en tant que parent, c'est juste pas envisageable. Donc ça, il faut vraiment que ces manques soient palliés. Maintenant, les places en structure d'accueil, c'est un pilier de la conciliation famille-travail, mais ça ne doit pas être le seul. Il faut aussi donner la possibilité aux familles qui le souhaitent de pouvoir disposer de temps tout simplement pour s'occuper de leurs enfants. On parle de projets assez novateurs, typiquement l'école à journée continue. Alors ça, je pense que c'est vraiment un projet qui va occuper d'ailleurs le Grand Conseil ces prochaines années, avec un projet pilote qui va être lancé rapidement, j'espère. Et ça, c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur. Mais un autre projet qui nous tient encore plus à cœur, c'est la généralisation du temps partiel, et pas seulement pour les femmes, parce qu'en Suisse, c'est toujours les femmes qui travaillent à temps partiel. Il faut vraiment maintenant que les hommes aient la possibilité de le faire aussi. Et peut-être, alors, plutôt que de parler de temps partiel, peut-être aussi réfléchir de manière beaucoup plus globale notre approche au travail et d'entamer des réflexions sur des semaines à 4 jours avec tout simplement pour dégager du temps pour les gens, mais pour s'occuper des enfants, mais aussi pour d'autres choses, pour tout ce qui est bénévolat, pour tout ce qui est soins de manière générale, parce qu'on ne s'occupe pas seulement des enfants, mais on s'occupe aussi des personnes malades, des personnes âgées. Et je pense que ça, c'est vraiment une réflexion qui devrait être amenée rapidement au Grand Conseil. Oui, je rebondis peut-être juste sur un détail de ce que Clarence vient brillamment expliquer. C'est vrai qu'en Suisse, on a la semaine officielle de travail qui est à 42 heures, mais ça reste un pays européen où le temps partiel est quand même passablement pratiqué, alors surtout par les femmes et pour des raisons qui ne sont pas toujours peut-être très porteuses à long terme, mais aussi quand même chez les hommes. Et puis, alors, c'est sous toute réserve, parce que là je cite de mémoire, j'avais vu il y a quelques années, mais pas beaucoup, 2 ans en arrière, je crois, une comparaison entre la France, hein, qui connaît pourtant la semaine de 36 heures, et la Suisse, où finalement, en moyenne, les travailleurs en France qui ont un travail, hein, chômeurs exclus, travaillent plus d'heures par semaine que les travailleurs suisses qui ont un travail, malgré qu'officiellement, l'horaire officiel soit dans l'autre sens, parce que les Suisses pratiquent quand même aujourd'hui déjà pas mal le temps partiel. On a quand même beaucoup d'hommes qui travaillent à 90%, surtout dans les plus jeunes générations, ou 80%, alors que les Français, dans les plus petites entreprises, ils peuvent en plus dépasser les 36 heures, ils font souvent au moins 36 heures, voire plus. Et puis finalement, on est un petit peu dans le verre vide et dans le verre plein. Mais ce que je trouve important, c'est que ce soit quand même formalisé et reconnu, sinon on rentre toujours dans les anciens schémas
où la femme sacrifie sa carrière et se retrouve ensuite en situation de précarité sur une phase ultérieure de sa vie, par exemple. Et je pense que et ça reste très important, et évidemment, les Verts portent cela, comme Clarence vient d'expliquer. On parle aussi de congé parental à se partager. Alors absolument, c'est vrai que pour le moment, on essaye de faire des petits pas au Grand Conseil. On essaye petit à petit d'étendre pour la fonction publique parce que c'est ce que le Grand Conseil peut faire. Nous, notre souhait, ce serait de pouvoir étendre ça à toute la population, mais malheureusement, c'est pas dans nos compétences. Donc, on a déjà obtenu un congé paternité de 4 semaines pour les employés de la fonction publique. On a déposé dernièrement 2 projets de loi, notamment un qui propose l'instauration d'un congé d'allaitement de 1 mois qui suivrait le congé maternité pour la fonction publique. Et donc on est très actif sur dans ce domaine-là. Mais au final, nous, ce qu'on défend vraiment, c'est un congé parental avec la même durée pour le père que pour la mère. On parle de 18 semaines pour la mère et pour le père, ça c'est ce que les Verts suisses ont récemment annoncé. Pour la simple et bonne raison que justement sur le marché du travail, il faut que le congé soit égalitairement réparti, sinon les femmes seront toujours péjorées. On hésitera toujours à les engager parce que, mon Dieu, elles pourraient partir en congé maternité, alors que les hommes n'ont pas cette longue absence. Et je pense que vraiment la meilleure manière, mais non seulement pour justement que l'insertion sur le marché du travail fonctionne mieux, mais aussi pour que justement l'égalité s'instaure vraiment dans l'organisation familiale, parce que pour ensuite, après, endosser, on va dire, cette charge mentale, tous ces aspects liés à la famille, il faut l'avoir vécu et à 100%, et donc je pense que c'est vraiment un congé parental, c'est vraiment essentiel. On a une petite remarque de Laurent D4 qui nous dit que selon SmartVote, 93,6% des candidats verts et vertes soutiennent l'énergie éolienne. Alors on passe un peu du coq à l'âne, mais on prend vos questions et vos remarques comme elles viennent, donc voilà, ça fait ce genre d'exercice d'équilibrisme. Je pense qu'ils soutiennent surtout la planification éolienne cantonale. Je pense on ne peut pas dire qu'on soutient l'énergie éolienne qui ne soit pas coordonnée. Je pense qu'on soutient vraiment la planification cantonale qui a été réfléchie, qui a été approuvée par la population, qui est modérée, qui a retenu 5 sites sur le canton qui sont les plus favorables. Et je pense que ça, c'est vraiment ça que 93% des candidats soutiennent. Je pense que c'est important de faire cette petite différence. Comme la majorité des votants aussi, hein, on a vu, donc, tout à l'heure, on en a déjà parlé. Je crois que quasiment 70% des votants sont pour ces éoliennes, donc il faut vraiment qu'on avance. Ça fait quand même bientôt plus de 15 ans qu'on parle de ces parcs éoliens, de ces éoliennes, et je crois que dans le canton de Châtel, on n'en a aucune. Donc franchement, on a quelque chose à faire dans le canton. Là, vraiment, il faut qu'on avance dans ce domaine. On prend peut-être une dernière question pour conclure en beauté de Gaz50 qui nous demande est-ce que l'on peut espérer que le micro-impôt envisagé par l'initiative e-relative engloberait des transactions en crypto-monnaie. Alors, est-ce qu'on peut déjà expliquer ce que c'est? Parce que je pense qu'on perd tout le monde. Alors, j'essaie d'être très concis. Bon, le micro-impôt, ce serait cette proposition d'impôt qui remplacerait la TVA et qui ciblerait les transactions monétaires plutôt que l'achat de marchandises, comme aujourd'hui, donc la consommation, parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément de transferts d'argent qui sont purement spéculatifs et dans le système financier qui sont destinés à du pur enrichissement, sans réel disons, impact ou contrepartie dans le monde réel. Et c'est là qu'avec très peu, un prélèvement très faible finalement, on remplacerait cet impôt qui, c'est vrai, est antisocial, qui s'appelle la TVA, mais qui par ailleurs a aussi beaucoup d'autres avantages. Je ne vais pas faire un cours sur la TVA ici. Pour répondre à la question, oui, un micro-impôt sur les transactions, il devrait englober les transactions en crypto-monnaie, mais là je crois qu'on met peut-être le doigt sur une difficulté en fait après pratique de la mise en place de ce micro-impôt, parce que il y a des crypto-monnaies, disons, qui sont relativement officielles, mais qui ont quand même un fonctionnement qui est indépendant d'une autorité de régulation, parce que c'est un peu leur but. Et puis en plus, il y a tout ce qui est crypto, mais au sens secret et pas connu du grand public, et encore moins des autorités en fait.
Et là, je pense qu'on entre vraiment. Alors la question, elle est passionnante, mais il faudrait vraiment pouvoir l'étudier d'abord. Et je suis désolé pour GASP 50, en tout cas de mon point de vue. Je peux juste répondre sur le principe, oui, certainement. En pratique, je vois déjà un peu les difficultés. Mais voilà, ce soir, je suis obligé de m'arrêter là. La bonne nouvelle, Roby, c'est que tu as une semaine pour potasser et on revient avec Et ça on revient la avec semaine ça la semaine prochaine pour la prochaine. prochaine session de streaming. Merci beaucoup à vous tous. On finit avec cette question, avec cette thématique compliquée, mais c'est pas grave. On vous retrouve dans une semaine, le 7 avril à 20h, dans ces mêmes canapés, mais promis, on n'enregistre pas ça maintenant, ce sera du direct. N'hésitez pas à aller Non, sinon, voir. j'ai pas le temps de préparer. Voilà, exactement. N'hésitez pas à consulter notre site internet où on met toutes les dates où vous pourrez nous rencontrer nos candidats en vrai, discuter avec eux, ils sont hyper sympas. Et puis à nous retrouver dans une semaine à la même heure, à la même place. Bonne soirée. Bonne soirée. Ouais.